Bonjour à tous, on va démarrer, il est 14h05. Merci de vous être connectés à ce dernier webinaire du CREBA, donc le Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien. Je suis Elodie Eberlé, je suis la responsable technique du CREBA. Je travaille au CEREMA et je remplace le coordinateur de CREBA, Andrés Lidvac, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Alors, au nom de tous les partenaires de CREBA, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons ensemble discuter du sujet de l'accompagnement des projets de réhabilitation de bâtiments. Alors, accompagnement tant au niveau technique, architectural, financier et juridique. Quelques points d'organisation. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Vous le voyez, on est en mode webinaire. Donc, nous ne vous entendons pas et nous ne vous voyons pas, mais nous pouvons communiquer ensemble par ce chat. Et le webinaire sera enregistré pour que nous puissions le mettre en ligne par après. Donc, si vous ne souhaitez pas être enregistré, vous pouvez vous déconnecter et vous aurez accès par après au replay du webinaire sans problème. Donc, pour ce webinaire consacré à l'accompagnement des projets de réhabilitation, voilà le programme que nous vous proposons aujourd'hui. Donc après ma petite introduction sur le sujet, nous aurons Bernard Duhem, donc de Maison Paysanne de France, partenaire de CREBA, qui abordera ce qu'on avait appelé la séquence les termes du bâti ancien et qui nous expliquera, pour bien qu'on soit d'accord et qu'on parle de la même chose, du rôle des acteurs et des niveaux de responsabilité sur les projets de réhabilitation. Nous aurons ensuite une table ronde animée par Philippe Moutet de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, partenaire de CREBA également. Et le sujet de cette table ronde sera comment accompagner pour connaître le bâtiment et son environnement et construire un projet durable. Je lui laisserai le soin de présenter les intervenants de la table ronde un peu plus tard dans le webinaire. Je reprendrai ensuite la parole pour la troisième séquence pour aller plus loin, où si vous nous suivez depuis les premiers webinaires, eh bien, nous parlerons des ressources disponibles sur le site de CREBA sur le sujet de l'accompagnement. Et enfin, je ferai une petite conclusion avant de nous quitter. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, il s'inscrit dans un cycle de webinaires, notre cycle 2021 qui a un peu débordé sur 2022, on va dire. Donc sur ce cycle, on a eu, c'est le 4e webinaire qu'on a aujourd'hui. On a eu un webinaire de lancement en mai, puis des webinaires thématiques en octobre, en janvier dernier, et donc aujourd'hui. Connaître les bons matériaux, bien intégrer les équipements et être bien accompagné pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas pu suivre les webinaires précédents, ils sont disponibles en replay sur notre site. Et tout ce cycle en fait nous amène à une conférence que nous espérons pouvoir tenir en présentiel, donc un colloque national qui aura lieu à Toulouse le 29 mars 2022, avec comme grand témoin l'architecte Dominique Gauzin-Muller, qui est spécialiste de l'architecture écologique et qui est à l'origine du mouvement Frugalité heureuse. Donc ça, c'est l'objectif. Notre objectif, c'est de tenir ce colloque le 29 mars. Alors, pour rappeler, pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents webinaires et qui ne connaisseraient pas CREBA, qu'est-ce que c'est CREBA? En fait, c'est un centre de ressources que nous avons créé, donc 5 partenaires fondateurs, le CEREMA, Cité Remarquable de France, l'École d'architecture de Toulouse, Maison Paysanne de France et les Arts et Métiers de Cluny. Et c'est, pour faire simple, un site web et que je vous présenterai, ou en tout cas dont je vous parlerai de quelques-unes des ressources un peu plus tard dans le webinaire. Et notre but, c'est de montrer qu'il est possible de faire de la réhabilitation énergétique tout en préservant le patrimoine et en ne créant pas de pathologie sur l'existant.
Et depuis le lancement de Creba en 2018, nous avons également, d'autres partenaires nous ont également rejoints, donc l'Agence Qualité Construction, le Plan Bâtiment Durable, la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, l'Association des Architectes du Patrimoine, l'Association F-Énergie, Construction 21. Voilà, donc ça, ce sont les 3 piliers de Creba, hein, améliorer la performance énergétique, conserver les valeurs patrimoniales, éviter les pathologies, et tout ce que nous faisons dans ce centre de ressources vise à avoir une vision commune pour tous les acteurs, hein, aussi bien ceux du patrimoine que ceux de l'énergie, et pour aller tous dans le même sens de l'amélioration énergétique du bâti ancien, pour que celui-ci reste habité et reste vivant comme il devrait l'être. Alors pour ce thème en particulier de l'accompagnement, donc quelques points. Donc c'est pour nous un élément crucial, hein, de la réussite d'un projet. Cet accompagnement doit se traiter aux différentes étapes du projet. On a souvent tendance à l'oublier. On parle là d'un accompagnement à la fois au niveau du diagnostic ou même de la réalisation des travaux. Et on insiste bien sur le fait qu'on parle d'un accompagnement et non d'une prise en main. L'accompagnement ou l'assistance, si vous voulez aussi, hein, si on pense à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais l'idée, c'est de présenter au maître d'ouvrage, à l'initiateur du projet, toutes les possibilités qu'il a en main, tous les choix, toutes les options. Et à la fin, c'est quand même lui, le maître d'ouvrage, qui prend la décision finale. Donc c'est ça ce qu'on entend par accompagnement, c'est ce qu'il peut y avoir autour qui peut aider à la décision du maître d'ouvrage. Et donc ce webinaire a pour objectif d'éclairer les acteurs de la rénovation que vous êtes à partir de différentes expériences concrètes sur le rôle de cet accompagnement, les étapes, les outils, les ressources et les moyens disponibles. Je vais maintenant laisser la parole à Bernard Duhem, donc de Maison Paysanne de France, partenaire de Creba, qui va nous parler qui va nous donner quelques définitions des différents acteurs autour d'un projet. Bernard, je te laisse la parole. Je vais désactiver temporairement la présentation. Voilà, Bernard, si tu veux prendre la parole, c'est à toi. Alors, je crois que Bernard n'est plus connecté. C'est possible, ça? Anissa, est-ce que tu peux me... Ouais, je suis en train de le chercher dans les... Ok, s'il y a eu un souci, on va tout de suite passer à la suite, hein. On a un timing assez serré à tenir, donc Philippe, je te propose d'enchaîner avec la table ronde, hein, et on reprendra les termes du bâti ancien plus tard. Donc je vais partager mon écran. Alors c'est bon, il est juste là. Je vais la voir. Il est dans les spectateurs. D'accord. Donc Excusez-nous, hein, pour ces petits le problèmes temps techniques. que je le repêche. Ah bah non, il est déjà reparti. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on enchaîne. On enchaîne, ça doit probablement être un problème technique. Donc, Philippe, Bon, je vais... écoute, il n'y a pas de souci, Elodie, on va plus la table ronde plus tôt. Donc, très concrètement, l'objectif, comme l'a très bien appelé Elodie, c'est aussi, dans ce cycle, d'aborder tous les aspects concernant une approche de rénovation du bâti ancien. Et le sujet, effectivement, d'aujourd'hui, c'était l'importance d'être bien accompagné, puis en amont, d'avoir aussi un bon diagnostic pour trouver des solutions et des interventions qui soient cohérentes pour à la fois être efficaces du point de vue thermique et aussi être efficaces du point de vue patrimonial et arriver à contribuer deux enjeux qui sont aussi importants les uns que les autres. Donc, ce qu'on vous propose dans cette table ronde, c'est de partir du territoire. On va commencer par partir en Brenne, d'aller voir aussi comment il y a des accompagnements qui sont déployés auprès de différents territoires pour les accompagner, notamment sur la connaissance du bâtiment. Et là,
ça sera Cité Remarquable qui pourra évoquer avec nous un appel à projet qu'ils ont lancé sur 20 projets qui vous donnera un petit peu l'approche, les méthodes et l'importance de bien connaître ce sur quoi on intervient. Ensuite, on élargira encore on dézoomera un petit peu pour voir au national comment des acteurs peuvent accompagner les projets, qu'ils soient collectifs ou individuels. Ça sera donc la démarche que porte notamment Solia, et on aura Guillaume Second qui interviendra là-dessus. Et puis, vous savez qu'on est dans un cadre spécifique, puisque depuis, officiellement, en tout cas dans les textes, depuis janvier, il y a eu une recomposition et la volonté d'avoir des acteurs plus facilement identifiables sur l'accompagnement et la création de France Rénov'. Et donc, on a l'opportunité d'avoir Charlotte Villain de l'ANA qui vous présentera un petit peu l'état d'avancement de cette démarche et de cette plateforme France Rénov', qu'il faut bien l'entendre encore aujourd'hui, même si c'est lancé dans les textes depuis le 1er janvier, est en phase de mise en œuvre. Et donc, elle vous éclairera un petit peu sur le cheminement qui va être le cheminement de cette plateforme. Et puis, bien entendu, sa présence le confirme, il est important pour cette plateforme d'intégrer aussi à terme les enjeux du bâti ancien et qu'on n'ait pas uniquement une plateforme qui fera de l'isolation efficace, mais qu'on ait bien quelque chose qui pense le bâtiment dans son ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller assez rapidement en Brenne, pas rapidement dans le temps, même si on est contraint à être synthétique sur le timing, mais de donner la parole au parc de Brenne, donc un parc qui, justement, par la connaissance et les outils de connaissance qu'il développe et par l'engagement sur notamment les biosourcés et l'enjeu de rénovation thermique, essaye, en tout cas, et Dany et Sébastien Yawank et Dany Capero, et nous le dirons, d'accompagner au mieux les projets, d'avoir une cohérence qui ne laisse pas un enjeu passer devant un autre et qui arrive à concilier patrimoine et rénovation. Dany, je te passe la parole du coup. Oui, et du coup, est-ce que je peux partager l'écran? Eh ben, normalement, tu dois avoir le bouton de partage, j'espère. Est-ce qu'il apparaît Oui, sur ton... vous pouvez y aller. Je peux y aller, alors pour l'instant, je ne l'ai pas. Bon, je vais me mettre en mode plein écran. Ah voilà, ça y est, je l'ai. Écran partagé. Alors, partagé, voilà. Hop. Hop, si tout va bien. Ah oui, sauf que à partir du... C'est passé, ça se voit en tout cas. Ça passe. Donc, je me mets en diaporama. Voilà. Bonjour, je suis Dany Capero, architecte et responsable d'un pôle un peu large qui travaille sur le patrimoine bâti, paysagisme et le climat-énergie. Et je vais vous parler de notre projet de plateforme de rénovation énergétique qui s'appelle la Maison de la Rénovation et de la façon dont elle s'est mise en place, parce que c'est une longue histoire que je vais essayer de vous raccourcir. Donc, vous avez vu le parc de la Brenne, qui est situé au sud-ouest du département de l'Indre. Nous sommes 51 communes sur 183 000 hectares, avec une problématique plutôt de patrimoine naturel, mais un bâti très intéressant et une mission patrimoine bâti et paysage assez importante pour le territoire. Donc, pardon, hein, je passe un peu vite. Vous avez moi-même sur la gauche, Maxime Morabito, qui est coordinateur, animateur de la Maison de la Rénovation, et Sébastien Yawank, mon collègue, qui normalement doit être branché avec nous, mais qui aujourd'hui assure une permanence à la Maison de la Rénovation. Démarrer ma vidéo, voilà. Et donc est avec nous, mais est susceptible d'être dérangé. Alors, excusez-moi, Dany, j'avais juste enlevé la vidéo pour une histoire de bande passante. D'accord. Et alors, je la laisse ou je la laisse pas, ma vidéo? On va peut-être l'enlever pendant que vous projetez, et puis okay. on la remettra au cours de la discussion. Hein. Je peux le faire moi-même. Vous moi-même. Désactivez, du coup, vous pouvez le faire à distance parce oui, que je vais le faire. moi, je ne suis pas... Allez-y. Alors, je reprends. Hop. Voilà. Donc, nous sommes un parc naturel régional, donc nous travaillons avec une feuille de route qui est un engagement pour 15 ans dans le cadre d'une charte qui aujourd'hui entre dans une période de révision pour nous. Donc, le parc, ce sont des patrimoines naturels, bâtis et paysagers reconnus, dont le paysage des étangs, mais également un patrimoine bâti encore très bien préservé parce qu'on est resté à l'écart des courants de développement du XXe siècle, pour tout dire.
donc ce qui a préservé énormément de bâtis anciens et de maisons et de fermes notamment. Ce qui nous a amené à travailler au niveau du parc, alors petit à petit, hein, sur un projet de patrimoine habité, puisque de nombreuses maisons et fermes sont utilisables. Alors, on a beaucoup de bâtiments du 19e siècle, mais aussi 18e, 17e et 16e siècle, donc plus ou moins des logis nobles, mais également des maisons modestes qui offrent un intérêt également important en matière de patrimoine. On s'attache à les réhabiliter, à les restaurer à partir de matériaux locaux traditionnels, mais également de biosourcés, depuis qu'on se préoccupe de questions d'isolation pour ce bâti. On travaille également, bien sûr, pour essayer d'avoir des circuits courts, les plus courts possibles en matière de matériaux, avec notamment un travail sur le chanvre et le roseau, et maintenant sur la terre crue, et bien sûr des énergies renouvelables qui s'imposent également quand on travaille sur l'efficacité énergétique du bâti ancien, avec un certain nombre d'outils, dont le petit du bas, là, qui est un guide de recommandation thermique du bâti ancien que nous avons produit avec le CEREMA de Rouen. Enfin, je n'ai pas la région exacte, mais c'est Seine-Normandie, je pense. Donc, notre charte 2010-2025, on a, comme tous les parcs, cette mission de préservation et de valorisation du patrimoine bâti, mais on a essayé également d'anticiper un peu les conséquences pour le territoire du changement climatique, et notamment en développant l'éco-bâti et l'éco-réhabilitation thermique du bâti ancien, en faisant un lien également très fort entre la santé et l'habitat, puisque la résorption pour nous de la précarité énergétique qui atteint une grande partie des logements de notre territoire, l'amélioration sociale qui en résulte, les risques de dégradation de qualité de l'air liés aux rénovations thermiques standards sont des enjeux de santé publique. Et donc, dans le parc de la Brenne, nous avons un contrat local de santé qui se préoccupe de ces questions. Je vous le disais, les bâtiments du parc sont très anciens. Les 3/4 des bâtiments sont construits avant 1945 et essentiellement, ce sont des bâtiments individuels, donc maisons et fermes. Une date médiane de construction en 1892, et puis une facture énergétique des ménages très importante, enfin pas autant, mais 11% pour l'énergie résidentielle et la moitié pour le transport des personnes, puisque nous sommes sur un territoire très dispersé et qu'on ne peut pas pour l'instant se déplacer autrement qu'en voiture. Un plan climat-énergie territorial qui a mis en avant toutes ces questions-là. Donc, vous voyez, 50% de nos consommations sur le territoire sont liées au résidentiel et au tertiaire, et des objectifs donc de réduire, et là on voit la date de 2030 qui s'approche à grands pas, de 40% la consommation d'énergie finale de ces parcs à l'horizon 2030. Bien sûr, on n'y sera pas, mais on a mis en œuvre un certain nombre d'actions pour rattraper ce retard. Pardon. On a travaillé, alors on a déjà présenté ce travail au CREBA, d'ailleurs vous reconnaissez la mise en page lors du colloque précédent qui avait lieu à Strasbourg, je crois, je ne sais plus, qui part de l'idée que réhabiliter, c'est préserver, mais c'est aussi recycler un parc de logements qu'on n'aura pas à construire. Et donc, on a mis en place un projet qu'on appelle patrimoine basse consommation. Excusez-moi, j'hésite un peu parce qu'on a toujours une barre en Zoom qui se balade à l'endroit où on ne voudrait pas la voir. Donc, projet PBC, patrimoine basse consommation, pour essayer de démontrer qu'on peut réhabiliter ce bâti en respectant sa santé, la santé des gens qui s'en occupent et de ses occupants, et puis également la qualité patrimoniale du bâti, donc toutes les attentes du CREBA. Mesurer l'efficacité thermique des bâtiments après travaux et promouvoir des solutions techniques adaptées. Donc, ce travail nous a amené, pardon, ça passe, ma diapo passe pas, si, à
a montré qu'on pouvait réaliser de façon simple et des travaux généralisables au bâti rural ancien, donc en pierre-terre, c'est extrêmement important, et respectant l'efficacité hygrothermique du bâti et sa valeur patrimoniale, des travaux donc qui rentrent dans les critères du BBC Rénovation avec la plupart du temps moins de 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an pour les 4 usages. On a travaillé également sur l'étanchéité à l'air de ces réhabilitations, extrêmement importante si on veut avoir un confort thermique et une moindre consommation. Donc, on arrive à avoir des valeurs attendues pour un logement neuf bien réalisé. Et puis, ce projet qui s'appelait au départ patrimoine basse consommation, on a dit qu'on pouvait également l'appeler patrimoine bas carbone, dans la mesure où l'usage important de matériaux biosourcés qu'on peut produire localement, la chanvre, la paille, le bois et c'est rajouté le roseau, permettent de stocker du CO2 et avec une production de 3 kg de CO2 par an en usage, une petite longère comme celle de l'Urée représente 100 tonnes de non-émission de carbone. Donc, grand principe de réhabilitation, là je vais passer vite, Bernard y reviendra peut-être ensuite, le maintien des transferts d'humidité dans les murs en terre-pierre, c'est ce qui est le plus important pour ces bâtiments. Alors ça ne passe pas, ça y est, ça passe. Avec 2 techniques d'isolation, donc une technique classique plaquée en utilisant des matériaux biosourcés, du fermacell, des matériaux si possible, des rails, enfin pas des rails, mince, je ne trouve plus le nom, des montants en bois. Mais on a également une méthode que nous préférons et que nous avons essayé de façon systématique dans tous nos projets. C'est des enduits, alors à la chaux et des enduits fibrés, chaux au chanvre, chaux au roseau. Et aujourd'hui, on est en train de passer au terre chanvre, terre au roseau pour être encore plus près de nos objectifs et avoir le moins de consommation de carbone et être plus près de la qualité des murs, de la composition des murs du bâti ancien. Des dalles chaux-chanvre, alors bien sûr on peut aussi aller vers des dalles terre pour faire mieux. Et puis une isolation des combles, bon là on a utilisé, si on peut, utiliser de la botte de paille produite localement, on a une excellente isolation, une des meilleures. Bien sûr, on peut aussi faire l'isolation en rampant. Donc, on a dit solution Slow-Tech, solution Scotch-Tech, puisque l'isolation classique plaquée, c'est tout du scotch, même si ça tient bien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très durable. Les tests d'étanchéité à l'air, je vous en parlais, qu'on a amélioré au fil de l'expérimentation. Et puis, un enseignement aussi de cette démarche, qui ne devrait pas en être un, mais qui, on le voit dans les techniques actuelles, l'a été pourtant, c'est le fait de faire attention au patrimoine et de respecter également les intérieurs des logements, de ne pas tout casser avant de commencer à réhabiliter, de conserver, si on en a, des parquets, des menuiseries bois, des placards, etc. et ne pas faire table rase avant de réaliser les travaux, qui permet de conserver des intérieurs qui ont une belle qualité patrimoniale également. Donc, une fois, enfin pas une fois ce projet mené, pendant le cours de ce projet, on a pu commencer à dire comment on peut promouvoir ces solutions. On a des architectes, des bureaux d'études thermiques, des collectivités, des artisans qui se sont investis. Comment promouvoir ces solutions patrimoine basse consommation, Slow-Tech, et notamment comment les diffuser auprès du grand public. Et donc, on a convenu de créer d'une part une maison de la rénovation, une plateforme territoriale de rénovation énergétique, et puis d'essayer de favoriser la montée en compétence des artisans du bâtiment. Là. Donc, pour travailler sur la rénovation de l'habitat, on a mené
une étude, bien sûr, on a commencé à travailler sur une opération programmée d'amélioration de l'habitat et son étude. Et puis à dire qu'on voulait également créer une plateforme de rénovation énergétique territoriale avec la région Centre-Val de Loire, qui était pionnière en la matière sur son territoire. Donc, excusez-moi, mais j'ai du mal à passer mes diapos. Il faut que je passe 2 fois à chaque fois. Donc, notre territoire au niveau des données clés de son périmètre, c'est 35 600 habitants. Hein. On est un territoire peu peuplé. 24 000 logements et donc, dont 11 000 qui sont éligibles dans le cadre des aides des OPA. Bon, ça va changer maintenant avec ma prime Rénov et toutes les aides des OPA vont être un peu moins intéressantes qu'elles n'étaient. Mais pour autant, quand on a démarré en 2019, nous avons décidé de créer une plateforme de rénovation énergétique couplée à une OPA sur notre territoire. Alors avec bon ça c'est technique, des périmètres qui ne sont pas tout à fait égaux, mais un projet de plateforme de rénovation énergétique qui porte sur 61 communes, dont 10 qui sont en dehors du territoire du parc pour l'instant, mais qui sont appelées à y rentrer lors de la révision de la prochaine charte. Les enjeux de cette plateforme, donc bien sûr économiser l'énergie dans l'habitat et le petit tertiaire, sortir de la précarité énergétique, surtout apporter un conseil de proximité à tous les habitants, mettre en réseau les acteurs de l'habitat, du bâtiment et de l'immobilier et développer également avec les professionnels une offre de qualité et abordable. Des partenaires opérationnels forts pour la mutualisation des moyens et des compétences nécessaires au montage de cette plateforme. Donc Solia, d'un côté pour l'animation de l'OPA, et l'ADIL, alors c'est plus faire là, c'est France Rénov, mais pour autant ce sont toujours eux, l'ADIL Espace Info Énergie, avec qui nous sommes partenaires pour le fonctionnement de notre plateforme. Et puis les réseaux d'acteurs qu'on mobilise de l'habitat, qu'on mobilise de façon systématique pour faire fonctionner une politique de rénovation de l'habitat. Donc la maison de la rénovation, un lieu d'accueil central. On voulait, alors je dis on voulait, on a un peu changé notre fusil d'épaule, un lieu qui soit bien identifié par les habitants, les élus et les professionnels du bâtiment, et on pensait se mettre dans la ville principale du territoire qui est Aublanc, petite sous-préfecture de 6 000 habitants et où il y a énormément de questions de réhabilitation. Un accueil de 5 jours, pardon ? Non, en fait, un accueil de 5 jours par semaine sans rendez-vous. Ça passe tout seul, voilà. Un numéro de téléphone partagé géré par l'ADIL, l'Espace Info Énergie, puisque nous, on n'avait pas les moyens au niveau du parc de gérer ça. Une organisation mutualisée, et puis on imaginait également un bâtiment démonstrateur des techniques de réhabilitation biosourcée dont je vous parlais auparavant, biosourcée et patrimoniale, en faisant un chantier pilote. Donc ça, c'est en cours, et on conduit un chantier pilote à la maison du parc, et ça deviendra les bureaux de notre maison de la rénovation. Les élus ont en effet pensé que c'était plus judicieux que Aublanc, le Blanc étant une commune parmi 51 autres, alors que le site de la Maison du Parc est considéré par toutes les communes comme un site neutre, dans lequel tous les habitants se sentent accueillis au même titre et pas forcément favorisés par une permanence comme celle qu'on fait au Blanc. Dani, je te propose, on a démarré par le parc et on termine à la Maison du Parc. Je trouve que c'est une belle boucle. Voilà, il faut qu'on soit assez rigoureux sur le temps. Ouais. J'ai presque fini. Bah, vas-y, fais. Mais c'est vraiment la phrase finale. Alors, vas-y. Voilà. Donc, la jungle de laquelle on aide les ménages à se sortir. Et puis, le parc devient ainsi un tiers de confiance pour le territoire. Voilà. Et puis, aussi un lieu de ressources pour les artisans,
Ça, c'est très important puisque l'organisation des groupements d'artisans, c'est une des clés également de ces plateformes de rénovation énergétique. Voilà, je finis sur ce beau schéma. Je ne sais pas s'il est beau, mais enfin, il montre le montage qu'on a pu réaliser avec ses partenaires. Donc, à la fois un accueil de proximité avec l'OPA, la Maison de la Rénovation, une SEM de la région Centre-Val de Loire également, et puis un travail avec les professionnels du bâtiment, avec 2 associations que sont Ecobat et Dorémy. Et puis, je terminerai là-dessus. Eh ben, merci, Dany, d'avoir… C'était un peu contraint, mais tu as réussi à dire le maximum de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, vous le remarquerez, pratiquement tous les organismes qui vont intervenir dans cette table ronde. Donc, on voit bien que c'est une avancée en collectif. Je crois que Dany a souligné aussi des éléments clés qu'on n'avait pas forcément mis dans le titre, qui étaient l'accompagnement des artisans, parce que conseiller, accompagné par les outils que Dany Capero a présentés, c'est important, mais il faut avoir aussi la capacité de réponse sur le territoire. Et donc, le volet formation des artisans est assez essentiel. Et puis, je crois que cette notion aussi, l'autre notion qu'apportait ce témoignage, c'était la dimension sociale de l'intervention et de l'accompagnement sur la rénovation du bâti, la dimension de sobriété en termes de consommation. Et puis, par contre, des interrogations qui sont sorties un petit peu sur le passage de la préconisation d'identification à la réalisation, avec des risques soit de choix techniques qui ne sont pas toujours les bons, et puis comment on fait quand justement des bons conseils aboutissent à des mauvais résultats. Donc, un sujet de réflexion aussi sur ce point. Ce que je vous propose, c'est que par rapport au témoignage de la Brenne, donc, vous aurez de toute façon cette présentation disponible et d'autres éléments, y compris sur le site du CREBA, parce qu'il y a déjà des fiches d'opération présentées. Puis je vous propose du coup de poursuivre finalement dans les champs qu'on a évoqués en allant vers une démarche que porte Site et Cité Remarquable, et de passer la parole donc à Jackie Cruchon par rapport à une démarche qui a accompagné 20 projets pour 2020. Et là, vous verrez aussi que l'importance d'avoir une bonne connaissance du bâtiment à l'initiale et de travailler là et de partir donc sur d'agir, de connaître avant d'agir. Donc, Jackie, je vous passe la parole. Et puis, il y aura à terme, il y a une dernière petite question sur l'articulation entre OPA et la Maison de la Rénovation. Et je crois que la question qui est posée, il y a un diagnostic de territoire. Il avait été effectivement fait, ce diagnostic. Je pense que comme Dany l'a présenté, il y avait tout un travail préalable. Donc, on vous donnera des éléments complémentaires. Jackie, je vous passe la parole. Oui, merci. Bonjour à vous tous. Et je démarre ma vidéo, d'accord. Bonjour à tout le monde. Et le propos qu'on va tenir avec Philippe ne colle pas forcément au diaporama. Hein. Le diaporama, vous le regarderez, c'est juste pour vous apporter des éléments d'information complémentaires en tant que de besoin. Hein. Par contre, le titre, lui, est bien, tout à fait. Il s'agit bien d'encourager les territoires à promouvoir une réhab responsable du bâti ancien et protégé. Alors, les partenaires, la Banque des territoires et Cité, ça fait de nombreuses années qu'on travaille ensemble avec la Banque des territoires, qu'on a des conventions et la Caisse des dépôts, des conventions de travail pour sensibiliser les collectivités au développement durable. Et nos collectivités, c'est-à-dire les collectivités qui sont sites patrimoniaux remarquables ou villes et pays d'art et d'histoire, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui 300 et quelques villes et territoires sur l'ensemble de la métropole et de l'outre-mer. L'idée de la Banque des territoires et notre idée était complémentaire au sens où la Banque des territoires, son champ d'intervention, ça va en direction plus des collectivités, et nous, en direction des collectivités, mais aussi en direction du patrimoine non public. Et que donc on est parti d'un constat partagé qui fait que dans les sites patrimoniaux remarquables, c'est-à-dire que ce projet s'adresse aux villes qui sont en site patrimonial remarquable et qui sont aussi en action cœur de ville. Ça, ce sont les conditions nécessaires par rapport à ça. Action cœur de ville, parce que la Banque des territoires, c'est son champ d'intervention que lui a confié l'État, comme elle vient maintenant sur Petite Ville de demain. Hein. Donc, il s'agit aussi que chacun travaille sur son champ de compétences, ou en tout cas sur le champ sur lequel il est autorisé à travailler. Donc l'idée, c'était qu'on constate que dans ces sites, d'abord, il y a une demande forte de travailler dans Action Cœur de Ville sur la reconquête du cœur de ville. Hein, donc, c'est un élément très, très important. Mais comment faire pour avoir un bâti
qui soit effectivement dans ce qu'on appelle, nous, avec CREBA, une restauration responsable, dire qui favorise à la fois les qualités thermiques, les qualités confort d'été, les qualités environnementales, les qualités patrimoniales et résoudre toutes les questions techniques qui s'approchent, qui sont afférentes à ce bâti. Donc, l'idée, c'est que le constat, pardon, j'y reviens, c'est que les territoires qui sont en situation remarquable, soit n'ont pas de documents de gestion, n'ont pas de travail de connaissance, soit des documents de gestion très anciens, et donc c'est très incomplet. Et puis par ailleurs, ça fait un certain temps que nous sommes déconnectés dans ces territoires-là au niveau des études nécessaires, obligatoires, sur la nécessité d'avoir des études spécifiques sur le bâti ancien. Et il n'y en a plus non plus d'ailleurs sur la question environnementale, les fameuses études environnementales ont disparu, mais également encore moins sur le bâti ancien dont on parle. Et donc l'idée, c'est bien de proposer à ces territoires deux moments de renforcer leurs compétences et leur savoir-faire et deux moments d'intervention. Un premier moment d'intervention, c'est le moment de la connaissance et de l'acculturation. Donc, cette connaissance dans les territoires, on a besoin d'avoir une connaissance du patrimoine. Ce n'est pas toujours évident parce que les études sont vieilles, parce que les choses ont évolué et donc on a besoin de renforcer cette connaissance-là. Donc, un premier volet, travailler avec une équipe sur retrouver un échantillon typologique, patrimonial du territoire. Le deuxième volet, qui lui n'existe pratiquement jamais, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est la question de justement quel type d'intervention faut-il privilégier en direction de ce bâti pour qu'il soit à la fois en restauration responsable et produire de logements désirables, désirés et habités. Donc ce deuxième volet, il part d'un échantillon de bâti qui combine à la fois la typologie patrimoniale et la typologie urbaine, c'est-à-dire qu'on va choisir avec la collectivité des bâtiments qui seront soit tout seuls sur une parcelle, soit insérés dans le tissu urbain, avec 1, 2, 3 ou 4 façades déperditives, et donc jouer un petit peu sur ces différences de déperdition et de matériaux, de façon à voir comment on peut approcher cette question. On va ensuite définir une restauration idéale de ce bâti en équipe, avec l'Architecture des Bâtiments de France, avec la collectivité, avec des érudits locaux, avec des partenaires locaux. La collectivité choisit ses partenaires par rapport à ça. Il s'agit, sur cet échantillon de bâtiments, de faire une réhabilitation idéale, où on prend en compte les propositions du plan de sauvegarde ou du PVAP ou de la VAP, etc. Et on s'affranchit de toute question financière, on fait une réhab parfaite. Et ensuite, on va solliciter un thermicien qui va, avec une simulation thermodynamique, travailler sur ce bâti en dialoguant avec les gens qui ont déterminé cette réhabilitation idéale et proposer une restauration à la fois donc patrimoniale et efficace en termes énergétiques, puisque l'objectif, c'est d'être en BBC au niveau de l'étude, bien évidemment. Mais surtout, ce qui est important dans cette phase-là, c'est d'introduire des variantes, de choisir des solutions. Il n'y a pas qu'une seule solution, de choisir des solutions variantes, que ce soit en termes de menuiserie, double fenêtre, fenêtre performante, sur vitrage, fenêtre à vitrage simple selon les cas de figure, quel isolant, quelle dimension d'isolant, etc., etc. Et c'est le dialogue entre l'architecte, enfin, en tout cas ceux qui ont déterminé cette réhab idéale, et le thermicien qui vont permettre d'affiner le projet et de proposer donc de manière pédagogique en direction des élus de la collectivité, en direction des services, en direction des bâtiments de France, en direction de la population, des acteurs, des artisans, etc., toutes les combinaisons possibles qui font qu'on a plusieurs possibilités pour être très performant dans ce bâti. Derrière ça, il y aura ensuite des publications et il y aura l'idée aussi que ça permette d'orienter plus précisément les politiques financières et d'incitation des collectivités pour aller au plus près des besoins de ce bâti, mais également on peut espérer que dans un dialogue poussé avec les partenaires, par exemple, vous l'évoquerez tout à l'heure, mais effectivement l'ANA, au niveau des délégations locales, prennent en compte de plus en plus cette approche-là et pas uniquement une approche purement énergétique, même si ce n'est pas complètement inutile, bien évidemment, mais en tout cas, cette approche un peu multicritère. Alors, ce premier volet-là, il a un financement apporté par la Banque des Territoires de 50%, avec une dépense subventionnable de 50 000 €. C'est-à-dire qu'on peut apporter jusqu'à 25 000 € de subvention à la collectivité.
Et puis, il est suivi d'un deuxième lot qui, lui, est un lot d'expérimentation, de travaux, hein, où on va demander à la collectivité de choisir de choisir un bâtiment tertiaire ou à dominante tertiaire, un bâtiment de logement ou à dominante logement, et de travailler avec la maîtrise d'œuvre, au sein de la maîtrise d'œuvre, avec les maîtrises d'ouvrage concernées, qu'ils soient publics ou privés, introduire cette étude de simulation thermodynamique pour affiner le projet et introduire dans la consultation d'entreprise ensuite les propositions que fait la simulation thermodynamique, toujours dans un dialogue partenarial avec les acteurs du site patrimoine remarquable. Hein. Il s'agit bien évidemment non seulement de faire en sorte que les propositions du secteur protégé soient appliquées, mais qu'elles fassent l'objet d'un échange et d'une connaissance partagée. Donc, et ce deuxième volet-là aussi, c'est la même logique pour la Banque des territoires, 50% de subvention pour une dépense globale de 50 000 €, sachant que donc, ça fait 25 000 € de dépenses possibles sur chaque lot, tertiaire ou logement, et donc une subvention potentielle de 12 500 €, ce qui, par rapport à une simulation thermodynamique, couvre largement la dépense nécessaire pour faire ces études et affiner le projet. À partir de là, l'idée donc des villes qui participent, c'est aussi travailler en réseau, échanger, parce que ce sont des champs relativement peu connus en tout cas, et donc l'idée de mettre en réseau les villes qui travaillent là-dessus, d'échanger avec elles, de faire part des avancées des unes et des autres, et à terme de mettre en réseau, enfin, en évidence en réseau, et de faire une démarche aussi de communication auprès des grands publics par sans aucun doute une cérémonie entre guillemets au niveau national. Là, on va voir ce que ça a donné sur le terrain du coup. Pardon? Là, on va voir ce que ça a donné sur le terrain. Du coup. Tout à fait, tout à fait. Donc, on aura le résultat de travaux, on ne l'aura pas de suite, puisqu'on est sur un agenda de travaux là, au moins 3 ans à partir du courant 2022, hein, le temps que les partenaires travaux, maîtres d'ouvrage soient définis, que le chantier se déroule et qu'ensuite il y ait des tests derrière. Mais effectivement, par contre, la partie étude, la partie pédagogique, je dirais, et communication, sur la base des études faites sur les bâtiments échantillons, oui, ça, effectivement, c'est d'ici la fin de 2022, on aura des résultats. On accompagne, alors la Banque des territoires accompagne financièrement, nous, on accompagne techniquement cette démarche auprès des territoires. On s'est appuyé sur le CEREMA de Strasbourg, merci Élodie. On s'est appuyé également auprès d'autres thermiciens qui pratiquent la STD pour nous aider à définir un cahier des charges pour consulter des thermiciens qui font des simulations thermodynamiques. Au passage, c'est impossible de trouver des thermiciens dans un annuaire quelconque, donc pour les identifier, pas d'outil simple, donc il faut faire du réseau, il faut chercher par-ci par-là. On a pioché aussi dans le panel d'Effinergie Patrimoine pour chercher un petit peu, et on a proposé au territoire une liste de thermiciens dont on sait qu'ils font des STD, mais bien évidemment, chaque territoire choisira ses propres acteurs, hein, mais effectivement, on bute là aussi sur cette connaissance-là. Et on a proposé également des délibérations de type pour aider les collectivités à affiner leur engagement. Alors, ça peut être l'intercommunalité, ça peut être la commune, ça dépend des cas de figure. Et on a eu de nombreuses réunions et de nombreuses visioconférences avec ces territoires pour affiner, expliquer et faire partager le projet. En termes de contact, on a eu jusqu'à 35 villes qui étaient intéressées, ce qui était quand même tout à fait intéressant par rapport à 20 projets. Malheureusement, le projet s'est lancé en février-mars 2020, donc on ne refait pas l'histoire, mais tout le monde sait ce qui s'est passé depuis 2 ans. Qui plus est, cette situation pandémique a impacté fortement les finances des collectivités. On a tendance, les retours des collectivités que l'on a, c'est que apparemment elles retrouveraient une marge de financement en 2023 seulement, jusqu'à 2022, jusqu'à cette année, ça sera des budgets contraints, et ce qui fait que on a eu quelques non pas des défections, mais quelques attentes et quelques retraits sur les 35 villes initialement
initialement retenues, enfin en tout cas candidates potentielles. Et en fait, on en est maintenant à 4-5 villes. Donc je pense de mémoire, il doit y avoir Angoulême, Chambéry, Aurillac, Figeac. Voilà. Donc en fait, on a une transversale horizontale au niveau de la France. On n'a pas du nord au sud, mais on a déjà un petit échantillon climatique un peu différent. L'idée étant aussi de comparer les résultats en fonction des conditions météorologiques et historiques des territoires. Voilà à peu près rapidement brossé le projet. Eh ben merci, Jackie. Alors, la question que j'avais quand même, c'était par rapport au lauréat. Donc, on a compris qu'il y aurait un impact finalement dans le temps, en tout cas sur la phase entre la phase d'étude et l'engagement dans la réalisation pour les raisons qui viennent d'être évoquées. Est-ce que néanmoins, dans les études qui ont été conduites, il y a des enseignements qu'on peut tirer qui seraient par exemple sur des typologies de bâtiments que vous avez identifiés dans les 20 et qui pourraient être transmises, où vraiment on est dans de la dentelle, si je puis dire, où chaque bâtiment a sa propre… On sera dans la dentelle, sachant que pour tous les territoires, on aura à la fin du mois de février un jury, entre guillemets, entre la Banque du Territoire et nous-mêmes pour arrêter la liste définitive des lauréats. Ce qui n'empêche qu'ils savent à peu près qu'ils seront retenus, en tout cas ils finalisent leur candidature, et donc ils sont en train de lancer la consultation pour trouver un thermicien. Alors je veux dire que moi j'ai longtemps travaillé à Bayonne, donc dans une collectivité. J'ai pratiqué avec des partenaires ces simulations thermodynamiques, et on avait pas mal de restaurations qui étaient potentiellement en BBC sur la base des 80 kilos qui ont été évoqués tout à l'heure. Mais ce que j'avais un peu oublié, c'est le temps nécessaire de l'administration pour fonctionner. Donc là aussi, effectivement, on ne consulte pas comme ça, et en 3 jours, on ne retient pas une équipe. Donc il y a tout un tas de délais malheureusement incompressibles. Normalement, les équipes retenues devraient avoir finalisé et retenu les thermiciens et les bâtiments donc, attestés pour la fin du mois de juin, à la fin de ce semestre-là. Donc, en gros, fin d'année 2022, les études théoriques finalisées. Tout au long de 2022, le choix d'opérateurs publics ou privés sur ces fameux bâtiments tertiaires ou logements. Et donc, un démarrage de chantier, sans doute, deuxième semestre 2023. Merci Jackie. On retrouve des constantes entre les deux interventions, c'est-à-dire il y a quand même cette notion de mise en réseau et d'identifier aussi les acteurs, notamment sur les compétences techniques disponibles. On retrouve également dans les deux cas des dimensions qui sont multiples sur le bâtiment, c'est-à-dire la convergence d'ambition entre le patrimoine, la rénovation et puis la qualité de vie aussi des usagers, la santé, la qualité de vie, etc. Comme en Brenne, il y a eu aussi, même si on l'a abordé rapidement par le temps, il y a eu l'évocation aussi de la préservation de l'existant et notamment de l'architecture intérieure. Il y a cette idée de ne pas garder juste les façades et puis de refaire tout, mais aussi d'optimiser finalement au maximum tout ce qui peut être gardé et ce qui peut être aussi élément de cohérence architecturale. Donc, on attend avec impatience effectivement les suites et puis peut-être… que la Banque des Territoires ou d'autres pourront repêcher il y avait 37, c'est ça, qui avaient répondu pour 20 ? Il y avait 30… Non, ce n'est pas la Banque des Territoires qui les a écartés, c'est eux-mêmes qui se sont retenus, en partie pour les raisons que j'ai évoquées, les raisons financières en partie. Mais par contre, à nouveau, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau au niveau des territoires. Les territoires ne sont pas souvent convaincus de cette pertinence-là, donc il faut dialoguer avec eux et montrer comment, parce qu'on n'est pas les seuls, bien évidemment, à raconter cela, et montrer qu'ils ne seront pas tout seuls à faire ça, et surtout que la méthode commence à intéresser, puisqu'il y a des villes, on est aussi partenaire, on est partenaire d'Action Cœur de Ville, mais on est aussi partenaire des villes de demain, et même dans des petits territoires, il y a des villes qui commencent à se dire, mais c'est une méthode d'un travail intéressante, et donc on aurait envie d'aller, reste à trouver les moyens financiers, même si on n'est pas sur des dépenses très très élevé, puisqu'un immeuble autour de 3 000 à 4 000 euros, on fait une STD dessus. Donc, mais bon, cela étant, il faut trouver 8 immeubles, 7-8 immeubles, 20 000 euros. Voilà, c'est toujours la même question.
Merci beaucoup. Et puis effectivement, on parle de solutions intégrées, on évoque petite ville de demain, cœur de ville. Il y a aussi cette idée que peut-être ce fameux financement, on peut aussi le décrocher à travers le programme PVD, enfin petite ville de demain ou d'autres. Tout à fait. Ça me permet, on parlait d'acteurs, je crois que la Brenne l'avait évoqué, elle a évoqué l'ANA et Solia. Ben, je vous propose de demander à Solia justement de témoigner, d'aller en complément de ce qui a été dit. Alors il y a des éléments qui étaient aussi à la dimension sociale, technique. Guillaume Second, peut-être vous pouvez nous présenter un petit peu comment Solia, qui est un réseau national, hein, qui a une dimension là, qui va au-delà ou d'un parc ou d'une opération Dynami, même si Cité C'était Remarquable est aussi un réseau national, mais de voir un petit peu comment vous travaillez au plus près des acteurs, et puis avec une diversité de publics, ça peut être en accompagnement de grands opérateurs comme l'ANA, mais aussi sur des interventions auprès des particuliers. Donc je vous passe la parole, Guillaume. Merci beaucoup, Philippe. Je suis très content que le parc de la Brenne m'ait introduit, du coup. Je vais essayer de partager mon écran. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je vous entends bien et ça devrait marcher, le partage d'écran. Ok. Affichage. C'est en cours. Voilà, vous apparaissez à l'écran, c'est bon. Du coup, je ne vous vois plus à vous. Enfin, je ne vois plus. Bon, c'est pas très grave. La diapo apparaît. Hein. Par contre, okay. On était parti sous Word. Oui, je viens de voir ça. Ok, très bien. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Je voulais vous remercier, Philippe, du coup, et le CREBA pour cette invitation. Je suis donc Guillaume Second, je suis chargé de mission transition écologique solidaire à la Fédération Solia, ce qui revient à dire que je suis chargé de déployer la stratégie rénovation énergétique pour tout le mouvement Solia. Donc, j'ai une formation d'urbaniste architecte et je suis arrivé depuis le novembre 2020 à la Fédération Solia, où j'ai fait mes armes pendant plusieurs années dans une petite antenne locale de Solia en Limousin, ancienne région de Limousin, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, mon intervention, je vais la faire en 5 points pour que vous puissiez suivre. Je vous ai mis un tout petit sommaire. Je vais vous présenter du coup le mouvement Solia, sa dimension, son organisation, ses missions pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vais évoquer aussi notre mission spécifique d'accompagnement des ménages à la rénovation énergétique, notamment notre inscription dans les réformes à venir et notamment celle de France Rénov'. Et ensuite, je laisserai la parole à Lana pour qu'elle vous présente ce nouveau service public qui sera piloté par l'agence. Voilà. Concernant Solia, donc très globalement, Solia, c'est quoi? C'est un mouvement associatif loi 1901 d'intérêt général qui est issu de la fusion de deux grands réseaux que vous connaissez sûrement peut-être, le réseau Pactarim et le réseau Habitat et Développement. Donc on est inscrit dans l'économie sociale et solidaire et on est le premier acteur associatif de l'habitat privé à vocation sociale. Donc, il y a deux grandes convictions pour que vous compreniez bien qui dictent nos travaux. La première, c'est favoriser l'accès et le maintien dans l'habitat des personnes défavorisées, fragiles et vulnérables. Et la deuxième, c'est apporter des réponses habitat aux besoins des populations et aux spécificités des territoires en intervenant, comme vous l'avez vu tout à l'heure, auprès des institutions, des parcs naturels régionaux, des collectivités et avec le soutien des institutions publiques. Donc pour cela, toutes nos assos, elles sont agréées service social d'intérêt général, donc SSIG par l'État, pour ces activités, du coup, en faveur des personnes défavorisées. Et ces agréments, ils ouvrent le droit à bénéficier d'aides publiques et à contractualiser avec tous les décideurs publics du secteur de l'habitat. Donc pour répondre à ces enjeux, nos métiers ils se répartissent selon deux grands domaines d'activité que vous avez sur la diapo. Donc, ce qu'on appelle dans le métier la réhabilitation, donc qui inclut la réhabilitation accompagnée au service des particuliers et des copropriétés, ainsi que la conduite de projets de territoire, donc au service des collectivités locales et de l'État. En gros, pour résumer, on accompagne donc tous les propriétaires, qu'ils soient occupants, bailleurs ou en copropriété, et les locataires dans toutes les étapes de leur projet de rénovation, que ce soit pour faire de la réno énergétique, que ce soit pour adapter leur logement à la perte d'autonomie, que ce soit pour sortir d'une situation d'insalubrité ou de non-décence. Et puis pour la conduite de projets de territoire, c'est nos assos, vous l'avez vu tout à l'heure, qui sont les acteurs principaux dans l'accompagnement des collectivités pour définir des stratégies opérationnelles sur le parc privé de logement et la mise en œuvre de ces politiques publiques.
Puis ensuite, on a un deuxième grand domaine d'activité qu'on appelle le logement d'abord, qui inclut donc la production d'habitat d'insertion, l'accompagnement des personnes pour favoriser l'accès au logement et la gestion locative sociale. Donc, on a des agences, ce qu'on appelle des agences immobilières sociales. Voilà, donc pour résumer, Solia, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais elle est à la croisée de la demande des ménages, des réponses apportées par les collectivités et de la solidarité nationale. Donc, on est totalement indépendant. Donc, cette indépendance, ça garantit notre neutralité, notre liberté d'expression et d'interpellation. Et puis, on est au service du coup de la dignité humaine, indépendamment de tout mouvement politique, religieux, philosophique, tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est un peu toutes les valeurs qu'on porte aujourd'hui. Pour avancer un petit peu, donc, je vous ai mis quelques chiffres pour que vous compreniez un peu l'ampleur de notre organisation. Donc, Solia, aujourd'hui, c'est 145 structures qui sont réparties dans tout le territoire, sur tout le territoire national, que ce soit dans l'Hexagone ou en Outre-mer. Vous voyez les petits points bleus sous la carte de France, qui sont nos associations d'Outre-mer. Nous avons aujourd'hui plus de 3000 salariés qui sont composés de nombreuses compétences. On a des architectes, des thermiciens, des conseillers en économie sociale et solidaire, des ergothérapeutes, enfin voilà, toute la palette de compétences pour agir dans le domaine du logement. Et aujourd'hui, du coup, en 2020 en tout cas, parce que les chiffres 2021 ne sont pas sortis, nous avons accompagné plus de 170 000 ménages dans les deux domaines d'activité que je vous ai cités, dont 34 000 projets de rénovation énergétique. Voilà. Donc, toutes nos structures sont indépendantes et connaissent parfaitement le territoire, vous l'avez compris. On a également des unions régionales qui permettent de définir des stratégies au niveau régional. Et ensuite, il y a la fédération donc, à laquelle je suis rattaché, qui permet de déployer une stratégie nationale liée aux politiques publiques du logement. Donc, on intervient auprès du gouvernement, de l'ANA et de tous les acteurs que vous connaissez pour mettre en œuvre ces politiques publiques. Voilà. Donc, notre cœur de métier, vous l'avez compris, c'est l'accompagnement des ménages. On s'illustre chaque jour sur le terrain avec toutes nos équipes pour accompagner les ménages précaires dans leur projet d'amélioration de l'habitat. Cet accompagnement, il repose sur 3 piliers. Le premier, c'est une expérience qu'on accumule depuis les années 50 avec des structures historiques implantées dans les territoires qui connaissent parfaitement les acteurs locaux du logement et qui engagent toute leur réputation dans chaque projet de rénovation. On a des contacts directs via le bouche à oreille et l'écosystème local qui permettent à nos structures d'être clairement identifiées dans les territoires et qui sont directement contactées par les ménages et par les collectivités pour établir des projets. Et on a, comme je vous l'ai dit, des équipes pluridisciplinaires qui sont toutes tournées vers l'accompagnement depuis les années 50. Donc, ça vaut un cumul d'expérience, vous l'avez compris, qui se traduit par une AMO parfaitement calibrée selon les besoins du ménage et les besoins du logement dans le projet de rénovation. Donc, ce qui me permet de vous parler de l'accompagnement qu'on réalise avec les ménages et les collectivités. Donc, c'est une mission, comme je vous l'ai marqué dans le diapo, qui débute par l'étude des besoins du ménage et des caractéristiques du bâti et qui se termine du coup par un accompagnement à l'utilisation du logement post-travaux. Donc, on intervient vraiment sur toute la chaîne de production du projet en accompagnant le ménage. Donc, ça passe par l'aide à la décision. Donc, c'est accompagner le ménage dans le numérique, c'est proposer des scénarios de travaux, c'est faire de l'ingénierie financière, c'est faire toutes les démarches administratives à la place du ménage, c'est monter les dossiers pour obtenir les aides financières, c'est proposer des artisans et des entreprises de qualité, c'est vérifier ces devis et les entreprises qu'on a préconisées, c'est veiller au bon déroulement du chantier si le projet correspond aux caractéristiques du bâti, du territoire et aux besoins du ménage. Voilà, c'est faire en sorte que toutes les aides mobilisées au départ soient versées à la fin au ménage. Donc, ces étapes, vous l'avez compris, elles favorisent le passage à l'acte des ménages. On est aussi, nos équipes, elles mobilisent du coup toutes les aides pour diminuer le reste à charge des ménages. Donc, le but là, c'est d'articuler aux aides de l'ANA que vous connaissez tous, donc Habiter Mieux Sérénité ou MaPrimeRénov', avec toutes les autres aides existantes,
Donc, on fait partie des seuls acteurs à pouvoir mobiliser, par exemple, les aides locales, les aides sociales de la CAF, de la MSA, des CARSAT, les C2E, ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, les aides d'action logement, qui se sont terminées il n'y a pas très longtemps. Vous avez les prêts, les éco-prêts aussi, puis la TVA. Donc, on est en capacité de mobiliser toutes ces aides aujourd'hui. Voilà, donc ce qui me permet de dire que du coup, en 10 ans, Solia, à partir du début du programme Habiter mieux sérénité, nous ont permis d'accompagner plus de 300 000 rénovations énergétiques, grâce notamment au programme de l'ANA, d'Action Logement, de l'ADEME, comme le programme SAR par exemple, ou le plan d'investissement volontaire d'Action Logement, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et par exemple, pour aller plus loin dans cette démarche, la Fédération Solia propose aussi des innovations pour aller un peu plus loin. Et on porte notamment depuis quelques mois maintenant le programme BBC Solidaire, qui consiste à faire des expérimentations sur 10 chantiers en France et qui vise à atteindre la performance BBC Rénovation sur des chantiers de ménage très modestes avec 3 objectifs très très clairs, c'est 100% rénové, 100% financé et 100% accompagné. Donc le but c'est de faire une méthodologie qui permette aux décideurs publics et aux acteurs de l'habitat de s'emparer de cet enjeu de massification de la rénovation BBC, notamment chez les plus précaires d'entre nous, pour allier, vous l'avez compris, justice climatique et justice sociale. Alors, Guillaume, je crois qu'on a vu clairement le cadre d'intervention, les services que vous êtes en mesure d'apporter, mais il y a une question moi, qui me semble importante en lien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est la relation dans ce traitement, cet accompagnement que vous mettez en place, la relation autour de la dimension bâti ancien, la capacité à intervenir peut-être plus spécifiquement sur ce bâti-là, à mobiliser aussi, on a évoqué des sujets comme les biosourcés, les entreprises locales, la capacité à mobiliser des artisans, des intervenants efficients. Comment vous gérez justement cette dimension bâti ancien, sur quel arbitrage, et puis quelle est un petit peu votre approche spécifique, si vous en avez une dans ce domaine? Alors, particulièrement, on a des techniciens et des techniciennes, des architectes qui connaissent parfaitement les contraintes locales du bâti ancien. Donc, vous allez le voir, je me suis permis de rajouter des photos d'une intervention après. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, donc vous pouvez aller aux photos. Ah oui, je vais me dépêcher très très vite alors, parce que ça va me permettre de répondre à votre question en fait. Donc, on se saisit de toutes ces questions de rénovation du bâti ancien. Et vous allez le voir, on fait des rénovations qui respectent les contraintes architecturales du bâti et d'utilisation des matériaux biosourcés. Par exemple, là, je vous ai mis un projet de rénovation énergétique qui a eu lieu dans le Jura, qui a atteint la performance BBC. On n'a plus de photos. Et vous allez voir qu'il a gardé un certain cachet. Donc ça, c'est le petit village où elle a été réalisée. C'est une maison vigneronne de l'Ouest jurassien, tout en pierre, qui a été rénovée du coup au niveau BBC. Vous allez le voir, donc vous avez l'accompagnateur Solia et puis les artisans et le ménage qui sont rassemblés autour du projet. Donc avec une isolation intérieure. Voilà, vous avez aussi l'isolation des rampants qui a été faite en fibre de bois. Vous voyez derrière, on a gardé le cachet de la maison en pierre, typique jurassienne. Voilà, donc on voit le Solia qui accompagne les artisans et le ménage dans ce programme. Voilà, donc c'est des petites photos qui permettent de vous répondre. On est très très sensibilisé à ces questions-là puisque on n'intervient que en partenariat avec des collectivités du coup qui ont des parcs de logements assez anciens, et du coup on s'adapte à chaque projet en proposant des solutions adaptées et personnalisées au ménage et à la fois à la collectivité pour ses contraintes architecturales. Vous avez une petite question qui vous est posée, c'est dans ce contexte-là, qui fait la prescription technique du coup? C'est Solia qui fait la prescription technique. Vous voyez Loïc qui montre du doigt les joints en béton qui ont été rajoutés sur la maison. Donc c'est les techniciens Solia qui font les préconisations de travaux sous couvert des besoins du ménage et des caractéristiques du bâti. Et après qui sont validés avec le ménage et si besoin avec la collectivité en cas
cas de besoin. Et un petit peu pour clore là-dessus, mais est-ce que du coup, vous avez, quand vous faites ces préconisations, est-ce que vous avez une couverture assurantielle par rapport aux choix que vous avez pu faire et qui… Oui, bien évidemment, on est prescripteur, donc on a des assurances qui permettent de couvrir les prescriptions si elles sont mauvaises à l'arrivée. C'est nous qui prenons en charge et on est en lien avec les artisans du bâtiment, mais on fait tout pour que ça n'arrive pas. Hein. Le but, c'est de faire les meilleures préconisations possibles. Alors, Voilà. ce que je vous propose, Guillaume, c'est que vous le verrez dans les discussions, il y a des questions qui se posent pour vous, notamment sur la gestion des gros enjeux de l'ancien, notamment la maîtrise de l'humidité, des questions qui se posent sur des questions d'accompagnement et de compétences. Je vous propose d'y répondre dans le chat. Très bien. Je vous remercie pour ce témoignage. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est important de voir aussi par rapport à Solia et le réseau qui existe, comment vous intégrez les enjeux de bâti ancien dans vos démarches auprès des particuliers dans le cadre de programmes. Et donc, voilà, merci en tout cas. Et puis, vous avez vu qu'au fil des interventions qu'on a eues, on est revenu très souvent sur cette notion de réseau, d'identification des acteurs, de facilité à contacter et à monter son projet pour le particulier, pour être accompagné ou pour les collectivités. Et en tout début de webinaire, on avait évoqué l'émergence de France Rénovation, de France Rénov'. Et ce qu'on vous propose, on a vu différents réseaux, on est parti du territoire, c'est de voir où en est aujourd'hui France Rénov', avec la précaution que j'avais prise, qui était de dire que même si c'est lancé depuis janvier, tout n'est pas figé et complètement parachevé aujourd'hui, ce qui est normal dans le terme des délais. Et donc, je propose à Charlotte Villain de l'ANA, on a beaucoup évoqué l'ANA dans les échanges, comme vous avez pu le voir, de nous présenter un petit peu un état à un moment donné, puisque c'est en évolution, un état de l'avancée sur France Rénov'. Donc, je vous passe la parole et vous pouvez normalement lancer votre présentation. Oui, merci beaucoup et bonjour à tous et toutes. Alors, désolée d'avoir loupé le début des échanges. Il y a beaucoup de travail en ce moment, comme vous pouvez vous en douter, mais j'ai pu entendre la présentation très intéressante de Monsieur Second. Petit souci logistique, mon ordinateur a des soucis d'affichage aujourd'hui et je voulais savoir si, Monsieur Moutet, vous pourriez de votre côté projeter la présentation. Je vais le faire. Voilà, je ne suis pas seul et donc Je elle le va être fais. projetée à votre place. Voilà. Parfait. Merci Élodie. Donc allez-y pendant peut-être qu'on du coup… Oui, alors je vais commencer en attendant que voilà, c'est projeté. Elle est en ligne. Parfait, parfait. Alors donc du coup, qu'est-ce que France Rénov'? Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous sont au courant que le nouveau service du public de la performance énergétique de l'habitat a été, disons, annoncé en octobre et lancé officiellement au 1er janvier 2022. Donc, il s'agit de France Rénov', un service d'accompagnement, mais aussi d'information, de conseil et d'orientation des ménages pour leurs travaux de rénovation. Donc, que ce soit en maison individuelle ou en copropriété, en zone rurale ou en centre ancien, donc une intervention sur toutes sortes de bâtiments, de logements des ménages. L'idée derrière un petit peu de ce service public est de faire en sorte que ce soit un point d'entrée unique de tous les parcours de rénovation et d'amélioration des logements des ménages. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez rester sur la première diapo, s'il vous plaît? Merci. Ce service public donc, doit être un service de référence pour les ménages et il est déployé avec les collectivités territoriales. Il se compose de 450 espaces conseils France Rénov', où on retrouvera donc les conseillers France Rénov' qui conseilleront les ménages dans leurs projets de rénovation. Ils sont composés des ex-espaces conseils FAIR, 350 structures et 1347 conseillers. Ces espaces ont été mis en place par et avec les collectivités. Et les ex-PRIS-ANA, donc des structures pour l'amélioration de l'habitat au nombre de 150. En sachant que 50 structures sont à la fois espace conseil FAIR et PRIS-ANA, ça nous fait 450 espaces conseil France Rénov' répartis sur tout le territoire. Il y a aussi une plateforme digitale qui vient remplacer la plateforme FAIR
Cette plateforme reprend non seulement tout le contenu qui est avis sur le site FAIRE, mais aussi le contenu des aides de l'ANA, des C2E, bref, une vue d'ensemble sur toutes les aides à la rénovation énergétique qui s'offrent aux ménages. Et enfin, un numéro de téléphone unique pour tous les ménages également. Vous pouvez passer à la suite. Donc, ce nouveau parcours unique est scindé en 3 étapes, quel que soit le projet du ménage, l'information, l'accompagnement et la réalisation des travaux en bénéficiant d'une aide. Sur cette plateforme, vous trouverez un onglet particulier donc avec des informations, le logiciel Simulate qui permet de faire des simulations financières des aides, l'annuaire des artisans réglementés, reconnus garants de l'environnement, RGE, dont l'intervention est nécessaire pour bénéficier des aides, et l'annuaire des conseillers France Rénov'. Les collectivités locales et les professionnels du bâtiment ont aussi des onglets dédiés avec des pages de contenu éditoriaux spécifiques à leur situation. Vous pouvez avancer. Un petit zoom sur les espaces Conseil France Rénov'. Donc, ce sont les guichets du service public de la rénovation de l'habitat. Et ils sont mis en place par et avec les collectivités. Et de par la construction du système et le fait qu'on est encore en train d'apporter des améliorations à notre service public, les 2 types d'espaces Conseil France Rénov' ont des missions légèrement distinctes. En ce qui concerne les axes espaces Conseil FAIRE, une mission d'information et de conseil sur les projets de rénovation énergétique de l'habitat, tandis que les ex-PRIS ANA se concentreront sur des missions d'information et de conseil sur les projets de rénovation de l'habitat. Donc, une vue plus globale qui inclut l'autonomie, la dégradation, l'indignité, etc. Il y aura aussi une orientation vers l'accompagnateur Rénov', avec un objectif à terme de tendre vers un seul guichet par territoire. Sur la plateforme, vous pouvez voir que on a mis à disposition des ménages un moteur de recherche en ligne pour trouver l'espace Conseil France Rénov' le plus proche. Vous pouvez passer à la suite. Pour donner un petit peu de contexte sur l'accompagnateur Rénov', qui est aussi une des annonces qui ont été faites par la ministre et qui vient aussi compléter ce service public de la rénovation de l'habitat. Pourquoi avoir créé cet accompagnateur? À la base, c'est d'avoir une ambition forte, un interlocuteur qui peut accompagner les projets des travaux des ménages de bout en bout. Donc, cette annonce a été faite en octobre dernier pour une première étape de mise en œuvre dès le 1er janvier 2022. Il répond à un double objectif, stimuler la demande et inciter davantage de ménages à réaliser des travaux de rénovation, donc une massification de la rénovation des logements, et relever le niveau d'ambition et de qualité des rénovations, en plus de simplifier le parcours de travaux pour les ménages. Notamment dans le contexte du bâti ancien, c'est là qu'interviendra un peu cette question, qui est un sujet identifié de notre côté, bien que les missions de l'accompagnateur Rénov' sont toujours en cours de rédaction. C'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on voit s'exercer dans plusieurs endroits. Donc, c'est là qu'interviendra aussi cette connaissance. Pourquoi l'avoir mis en place aussi? Parce qu'on a eu des évaluations très positives des accompagnements qui ont été réalisés dans le cadre du programme Habiter mieux de l'ANA et par le réseau FAIRE qui était géré par l'ADEME. Donc, on a un enjeu de généralisation de ce côté de ces retours d'expérience. Pour le moment, un décret est en cours de rédaction qui précisera les modalités de l'accompagnement et les aides concernées à partir de 2023. On aura donc le détail sur le contenu de l'accompagnement, les modalités d'agrément de l'opérateur, du professionnel qui va faire cet accompagnement, les modalités de contrôle, de neutralité et d'indépendance, les relations entre les opérateurs et les guichets et les collectivités, les caractéristiques des rénovations et le contenu et les modalités de transmission des données. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les collectivités aient des informations sur les accompagnements qui sont conduits sur leur territoire et donc de pouvoir comprendre quelle dynamique est en place. Et enfin, les échéances de mise en œuvre, parce que l'idée, c'est de soumettre certaines demandes d'aide à un accompagnement obligatoire.
vous pouvez passer à la suite. Donc aujourd'hui, l'accompagnateur Rénov', ce sont les anciens espaces conseil faire et les structures qui réalisent des actes A4 dans le cadre du programme SAR. Donc le programme SAR, c'est le service d'accompagnement à la rénovation énergétique qui est porté par l'ADEME et coporté par les régions. Les actes A4 correspondent donc à l'AMO de travaux. Les autres accompagnateurs Rénov' sont les opérateurs qui sont agréés ou habilités par l'ANA et les opérateurs missionnés par les collectivités locales dans le cadre des opérations programmées. Des opérations programmées sont des opérations qui sont conduites par les collectivités en partenariat avec l'ANA et qui font l'objet d'une convention. En 2022, les acteurs publics conservent donc ce rôle très important dans le processus de l'accompagnement et les accompagnements tels qu'ils sont aujourd'hui se poursuivent. À terme, les missions de l'accompagnateur Rénov', et j'ai presque terminé, sont d'offrir aux ménages un accompagnement d'ordre technique, financier, administratif et social, avec une visite en amont des travaux, un suivi pendant la réalisation et à la prise en main du logement après travaux. Et donc, il doit proposer cet accompagnement pluridisciplinaire à toutes les étapes du projet. Et la dernière slide montre juste les ressources que vous pouvez trouver sur les différents contenus, mais on peut passer aux questions. Voilà, alors merci à vous, Charlotte Villain, pour cette présentation. Alors, il y a une question qui est pas mal remontée. C'était d'une part, alors je crois qu'on peut le rappeler, la plateforme FAIR ne disparaît pas, mais elle est intégrée finalement dans la nouvelle plateforme. Et puis, il y avait la question, ça permettra peut-être de rendre la parole à Bernard Duhem si ça fonctionne aujourd'hui, maintenant, sa vidéo. C'était la place de l'architecte. Et quelques participants évoquaient, on évoquait notamment des formations qui étaient organisées pour permettre aux architectes d'être accompagnateurs dans le cadre de cette plateforme Rénov' sur des diagnostics globaux. Comment ça s'organise pour pouvoir avoir cette liste et quelle est la place de l'architecte finalement dans cette démarche que va porter France Rénov'? Alors, comme je viens de l'expliquer, l'accompagnateur Rénov', ses missions, les modalités de l'accompagnement sont en cours de rédaction dans le cadre d'un décret. C'est le décret qui mettra en application les missions de l'accompagnement obligatoire. Effectivement, l'accompagnement va pouvoir être ouvert à d'autres acteurs l'année prochaine. Donc, lorsque le décret sera publié, les acteurs qui sont concernés, entre autres, sont des architectes qui ont bénéficié d'une formation pour avoir la compétence RGE, reconnue garant de l'environnement. Donc ça, c'est pour répondre sur le volet architecte. Et du coup, pour préciser un peu plus aussi ce qui s'est dit sur la plateforme FAIR, en effet, la plateforme FAIR n'existe plus, le lien n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la plateforme france-rénov.gouv.fr. Et tout le contenu qui était sur la plateforme FAIR a été basculé sur la plateforme France Rénov'. Voilà. Écoutez, merci en tout cas pour ce retour. Moi, ce que je retiens aussi dans ce que vous avez dit, c'est que d'abord, il y a une attente, puisque notamment sur la place des architectes, vous pourrez faire remonter, puis que sur la question spécifique du bâti ancien, de la dimension patrimoniale et des outils d'intervention, c'est un sujet en tout cas qui est identifié au sein de la réflexion de France Rénov' et que on aura des suites dans l'évolution qui va se construire. Donc, en tout cas, ce sujet du bâti ancien, de la qualité de l'accompagnement, de la place des architectes est importante. Alors, il y a des petites interrogations, par contre, sur le délai. Vous avez bien rappelé qu'il y a effectivement des formations pour les architectes, il y a l'ambition d'intégrer des partenaires, mais vous évoquez l'année prochaine, 2023. Comment se fait-il, par rapport à un lancement en janvier, c'est une hypothèse ou ça peut se faire un peu plus tôt? Ça fait un long délai, quoi. Alors, ça fait un long délai, mais certaines personnes qui voudront être accompagnateurs devront faire une formation. Donc, en fait, le délai n'est pas si long que ça. Le décret est toujours en cours de rédaction. Tant que nous n'avons pas publié le décret, nous ne pourrons pas mettre en place cet accompagnateur Rénov' et cette ouverture à d'autres acteurs. Donc, voilà, je ne peux pas en dire plus que ça, malheureusement. Le calendrier n'est pas encore fixé et nous sommes en train de travailler sur les modalités et les missions de l'accompagnateur.
on avait bien précisé que c'était une pré-annonce par rapport au reste, que c'est en train de se constituer. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous remercier, puis d'intégrer effectivement ces éléments, de les faire remonter peut-être dans le cadre de France Rénov', à la fois sur la place des architectes, sur l'importance de pouvoir intégrer et aussi de former les conseillers sur la dimension bâti ancien. Comme je l'avais évoqué aux dernières rencontres FAIR qui avaient été organisées, on avait eu beaucoup de retours de conseillers qui étaient un petit peu désarmés par rapport à l'intervention sur un bâti patrimonial ancien parce que ils ne savaient pas forcément comment et à qui s'adresser. Donc voilà, si effectivement on est dans l'amont des choses, comme vous nous l'évoquez, c'est l'occasion d'y intégrer ces préconisations. Et puis, il y a quelques remarques qui viennent aussi effectivement sur la RGE. Donc, ce n'est pas votre sujet direct, mais pour dire que la RGE, elle a un certain temps de vie et qu'elle est sans doute notoirement améliorable. Et ça repose au final toute la question à la fois du diagnostic, de l'accompagnement, ce sur quoi vous travaillez le guichet unique, et puis les compétences sur le terrain pour appliquer des préconisations de manière optimale et qui soient cohérentes avec la préservation du bâti ancien et l'efficacité. Voilà. Donc, écoutez, merci à vous en tout cas. Et puis, je redonne la parole à Élodie. Je pense que Bernard peut-être va pouvoir reprendre les choses et revenir sur la question des architectes. Bernard, si tu peux du coup… Voilà, je suis… Ok. Je ne peux pas démarrer la vidéo. On ne me voit pas. Il n'y a pas un bouton à cliquer? Je clique sur le bouton, mais ça… Ah, ça y est. Ok, voilà. Là on t'écoute. Bien, bonjour à tous. Excusez-moi pour… Je ne sais pas ce qui s'est passé au départ. Bref. Je vous rejoins. Alors, quelques précisions de langage et les rôles et les responsabilités. Parce qu'on a parlé de conseiller, de conseil, mais quand on donne un conseil, on devient responsable, et on devient responsable au sens du Code civil, et donc responsable techniquement. Alors là, il faudra m'expliquer après comment est-ce que les différents conseillers dont j'ai pu entendre parler se placent. Alors, tout d'abord, le maître d'ouvrage. Qui est-ce le maître d'ouvrage? Le maître d'ouvrage, c'est a priori le propriétaire du bâtiment à restaurer ou éventuellement l'usager du bâtiment. Alors, à travers un programme, il exprime ses souhaits au maître d'œuvre ou à l'entrepreneur. Il valide les choix qui lui sont proposés par le maître d'œuvre ou l'entreprise. Là, cela veut dire que le maître d'ouvrage n'est pas sachant. En cas de désordre, en cas de sinistre, cette notion est très importante. Le maître d'œuvre. Alors le maître d'œuvre, ça peut être un architecte, ça peut être un ingénieur, ça peut être différents types de personnes qui interviennent à la conception des travaux, à l'établissement des cahiers des charges et à leur suivi. Donc là, est-ce que la personne dont on parlait tout à l'heure dans le cadre de France Rénov', est-ce que cette personne aura ce rôle, aura ces responsabilités à voir? Donc, ce peut être un architecte, un ingénieur, ils en ont la propriété intellectuelle, il ne faut pas l'oublier, de l'œuvre et doivent fournir des garanties d'assurance. Et cette notion est importante. Alors, ces gens-là, ces personnes-là peuvent avoir fait au départ le diagnostic qui aura permis au maître d'ouvrage de faire un plan de restauration et donc de faire un programme de restauration, car même s'il y a des aides, les aides ne font pas tout. Alors, ensuite, il y a un homme important qui s'appelle le banquier, qui vient compléter les fameuses aides dont on a parlé. L'assureur aussi éventuellement, et particulièrement, il peut couvrir les risques de malfaçon, mais dans la restauration du bâti ancien, il peut y avoir des interventions sur le bâti existant, ce qui peut amener aussi à avoir besoin d'avoir une garantie décennale. Et là, il faudra voir comment est-ce que l'on fait.
l'entrepreneur, c'est lui qui réalise les travaux, conformément au cahier des charges, et apporte les garanties complémentaires sur les malfaçons constructives. Il a le devoir de conseil, c'est le sachant. Un entrepreneur doit conseiller son client et le client doit l'écouter. La restauration d'un bâtiment commence par le diagnostic architectural et technique, structure, thermique, humidité. Cette étude peut être réalisée par un maître d'œuvre. Ce travail doit être la base du projet de restauration. Il pourra être complété par les souhaits d'aménagement du maître d'ouvrage. À la suite de ces études, l'estimation financière des travaux sera réalisée. Elle permettra les rendez-vous, points info, énergie, banquier, etc. Sur cette même base, les entreprises pourront être consultées pour établir les devis de travaux. Ces devis seront la base du marché de travaux, du plan de financement et d'éventuelles subventions. Le cas de l'auto-rénovation accompagnée existe et peut poser différentes difficultés, notamment dans le cadre de l'intervention sur la structure du bâtiment. Comment est-ce que les responsabilités en cas de sinistre sont prises en compte? Alors là, il peut y avoir l'obligation aussi de déposer un permis de construire. Je vous rappelle que quand on est sur un bâtiment supérieur à 140 mètres carrés, on est obligé de prendre un architecte. Et sur le bâti ancien, ça arrive facilement. Alors, les conseils aux particuliers, comme les points espace info énergie ou le réseau fer de l'ADEME et le dispositif France Rénov' à partir du 1er janvier 2022, ou d'autres guichets, ANA, assistent les particuliers sur la mise en place de subventions pour la restauration énergétique. On en a parlé. Alors moi, je dirais, à la fin, je ne reviens pas sur France Rénov', puisque Charlotte Villain nous en a parlé allègrement. J'ai été visiter le site, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On a besoin des compétences techniques et d'un cadre juridique, montage financier et responsabilité assurantielle. Et ça, on en a peu parlé là. Mais c'est important. Comment est-ce que, par exemple, on dit aux gens, vous allez avoir telle performance. Et comment est-ce que l'on garantit après la performance et qu'est-ce qui se passe si la performance n'est pas obtenue? C'est là où la nécessité des sachants est importante et la nécessité d'un contrat clairement établi est nécessaire, est fondamentale. Et ça, j'insiste franchement sur ce sujet, compte tenu de ma vie antérieure dans le bâtiment. Voilà. Il y a beaucoup de conseillers, mais tous les conseillers ne sont pas toujours les payeurs. Ensuite, il y a un dernier point dont je veux parler aussi, qui est le bureau de contrôle, qui peut être demandé dans certains cas, et notamment dans les cas, là aussi, où on touche le gros œuvre du bâti. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question de ce qui était prévu. Ok, merci Bernard pour ce petit point. Évidemment, c'est dommage que le problème technique t'a empêché de le faire en début d'intervention, mais c'est comme ça, on fait avec. Oui. Alors, je vais rapidement vous présenter quelques ressources du site Creba, mais très très rapidement, vous pourrez les consulter à tête reposée lors du replay. Et j'en profiterai aussi pour faire une petite conclusion. Alors, voilà, donc Creba, je le rappelle, c'est un site web, donc www.creba.fr. Vous y trouverez différentes rubriques, l'espace documentaire, des outils d'aide à la décision, des retours d'expérience et des articles et des événements divers.
Alors dans la rubrique retour d'expérience, alors déjà quelque chose qui peut être intéressant, c'est dans chacun de nos 10, 12 retours d'expérience qui sont actuellement en ligne, il y a systématiquement dans le chapitre projet de réhabilitation un point sur les acteurs. Donc ça permet de voir un petit peu les différents acteurs qui ont été sollicités pour répondre à ces questions de rénovation énergétique de bâtiments anciens. Et bien évidemment, je vous invite à lire le retour d'expérience qui s'appelle « Premier pas vers une réhabilitation énergétique et patrimoniale » énergétique, pardon, aussi énergique, mais surtout énergétique et patrimoniale exemplaire. Donc c'est en fait l'un des premiers projets où le parc naturel régional de la Brenne a mis en place son opération patrimoine basse consommation, avant qu'il devienne patrimoine bas carbone. Mais voilà, c'est un exemple de ce qui a pu être fait en accompagnement d'une collectivité pour transformer ces maisons de ville en un immeuble d'habitation tout à fait moderne. Donc c'est premier pas, vous verrez, Madame Chapéro a parlé de niveau d'étanchéité à l'air assez bas, donc assez performant. Là, on était sur les premiers pas et vous verrez qu'il y a eu beaucoup d'améliorations depuis les années. Alors, un deuxième point intéressant, donc quand on prend l'espace documentaire et qu'on fait un peu qu'on regarde l'origine en fait de toutes les publications qu'on a recensées sur notre espace documentaire, on voit que tous les accompagnateurs, les conseillers, beaucoup qu'on a entendus aujourd'hui, sont bien présents, hein. Donc évidemment, les PNR, on a une dizaine de ressources de publications sur notre espace documentaire qui sont issues de PNR, donc des brochures, des notices d'explication pour aider le particulier et aussi la collectivité à mener à bien son projet de rénovation énergétique d'un patrimoine ancien. Évidemment, les CAU, on n'en a pas beaucoup parlé, donc les conseils d'architecture et d'urbanisme et d'environnement, qui sont aussi présents à l'échelle départementale et qui sont de bons conseils, et notamment comme les PNR qui peuvent fournir des conseils gratuits. On n'en a pas parlé non plus, mais les représentants du ministère de la Culture, donc en gros les ABF par les UDAP, peuvent aussi fournir un premier niveau de conseil et d'accompagnement pour faire en sorte que les projets s'orientent vers le bon chemin. Et aussi des associations locales, des syndicats locaux et les collectivités qui produisent de l'accompagnement, de la documentation pour leurs administrés. Alors, une nouveauté, peut-être, j'en profite, hein, on a introduit une recherche par auteur de proche en proche. Donc, par exemple, quand vous consultez une des ressources, par exemple, une présentation du projet patrimoine basse consommation, vous voyez dans les auteurs le PNR de la Brenne qui est souligné, vous cliquez dessus et vous avez toutes les publications du PNR de la Brenne sur Creba. Donc, ça permet de faire une lecture un peu en arborescence de notre espace documentaire, qui peut aussi être intéressant, surtout si vous si vous avez vous-même un projet de rénovation sur un territoire en particulier. Ça vous permettra de voir tout ce que ces accompagnateurs, ces conseillers proposent sur le sujet. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Donc, en conclusion de ce webinaire, on a vu qu'il y a finalement beaucoup de structures qui font de l'accompagnement, beaucoup de structures qui font du conseil, alors aussi bien à l'échelle micro du pays, même pas de la région, mais même pas du département, je veux dire vraiment le pays, jusque des accompagnateurs plus globaux. Et on voit que globalement ça va dans le bon sens évidemment, mais que évidemment le sujet du bâti ancien est si sensible qu'il va falloir continuer tous collectivement nos efforts pour faire en sorte qu'il soit considéré comme un objet à part entière avec ses atouts, mais aussi ses contraintes. Je rappelle que donc le 29 mars 2022, nous aurons notre colloque national
à Toulouse et que les webinaires auxquels vous avez participé font partie de cette progression, jusqu'à ce colloque. Et évidemment, pour finir, j'aimerais vous remercier tous au nom de tous les partenaires de Creba, au nom d'Andrés Lidvac, coordinateur de Creba. Évidemment aussi les intervenants, hein, Madame Chapéro, Monsieur Cruchon, Monsieur Second, Madame Villain, et nos partenaires et financeurs que j'ai évoqués au tout début de ce webinaire. Donc, je vous remercie à tous de nous avoir suivis et je vous dis donc à bientôt, au 29 mars, on l'espère en présentiel à Toulouse. Merci. Au revoir. Au revoir à tous, merci. Merci, au revoir.